Tout est politique, seconde partie de l'émission. J'ai la joie cette semaine d'inaugurer donc la nouvelle formule en compagnie de Christian Mallard. Rebonjour. Rebonjour, qui va rester avec moi pour accueillir Gwendal Rouillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre premier invité. Vous êtes député socialiste du Morbihan et secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, proche de Jean-Yves Le Drian et de François Hollande. Gwendal Rouillard, ça fait plusieurs jours que l'Union européenne disait qu'elle était prête à de nouvelles sanctions contre la Russie. Nous sommes à quelques heures du début du sommet de l'OTAN qui va avoir lieu au Pays de Galles. Est-ce que l'annulation ou le report du Mistral en est la preuve de ces sanctions ? Le contrat est suspendu. Oui. Le contrat n'est pas annulé. C'est important de le rappeler. Et comme vous le savez, depuis plusieurs mois, la France, l'Union européenne, ont pris des décisions, ont pris des sanctions face à ce que nous pourrions qualifier d'agression de la Russie sur le territoire ukrainien. Autrement dit, cette question est posée cette semaine au président Poutine. Soit le président Poutine pose des actes qui permettent de renouer la confiance, qui permettent de donner du crédit au cessez-le-feu qui a été, semble-t-il, acté hier avec le président Porochenko. Et dans ce cas, la France pourra réviser sa position sur le contrat Mistral en particulier. Soit le président Poutine persiste. Et il faut qu'il sache que nous tiendrons le rapport de force parce qu'il n'est pas acceptable. Donc la France est prête à renoncer à plus d'1 milliard d'euros ? Parce qu'il n'est pas acceptable que l'Ukraine, partenaire de l'OTAN, se voit menacée de la telle sorte. Gwendal Rouillard, est-ce que vous ne pensez pas que le président a subi des pressions, bien entendu, américaines, entre autres, pour suspendre, en effet, la livraison ? Mais dans le même temps, les Américains sont quand même mal placés pour faire des pressions quand on sait que par plusieurs sociétés écrans, alors qu'il y a un embargo avec l'Iran sur certaines choses, les Américains transgressent cet embargo. Oui, moi je ne raisonne pas par rapport aux États-Unis seulement. Bien sûr. Je raisonne par rapport à l'OTAN, sa crédibilité, sa place. Et je raisonne par rapport à l'Union européenne. Et je raisonne par rapport à l'avenir de l'Ukraine, qui est un pays indépendant. Je dois le rappeler. Autrement dit, la France doit contribuer à ce que le nouveau président ukrainien puisse garantir à sa population l'intégrité territoriale de son pays. Mais ce contrat Mistral, vous dites qu'il est reporté. On a tout intérêt, nous, en France, à ce qu'il soit reporté. Plus d'1 milliard d'euros, plus de 1000 emplois à Saint-Nazaire. Ça a dû être c'est très courageux de la part de François Hollande, mais on n'a pas intérêt du tout à l'annuler, ce contrat. J'ai visité les chantiers de Saint-Nazaire fin avril. J'ai rencontré les équipes. J'ai bien compris la nature des discussions, y compris pour accueillir à Saint-Nazaire les militaires russes qui sont aujourd'hui sur place. Donc je comprends parfaitement la question de l'emploi et les messages des organisations syndicales ces dernières heures. Mais chacun comprend bien que la France définit une stratégie politique, diplomatique, et que la question de la relation avec la Russie dépasse en partie cette question du Mistral, même si le dossier est évidemment important et qu'il est sur la table. Je le rappelle, ce contrat est suspendu. Nous n'avons pas parlé d'annulation. Et si je puis dire, la balle est dans le camp du président Poutine, à lui de poser des actes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, oui, Poutine, son jeu, on sait très bien qu'il veut recréer une nouvelle Russie, je ne dis pas une grande Russie, ça c'est clair. Est-ce que vous pensez qu'il y a chez Poutine une réelle volonté politique d'accepter la négociation sur l'Ukraine ? Le président Poutine ne comprend que le rapport de force. C'est sa culture politique. Les choses sont claires pour nous. Donc la France s'inscrit dans un rapport de force. Diplomatiquement, on ne le formule pas de cette manière-là. Nous en sommes là aujourd'hui. Voilà, je souhaite que ce rapport de force puisse permettre une sortie par le haut pour les Russes, comme pour les Occidentaux. Est-ce que vous ne pensez pas que Poutine agit de la sorte parce qu'il profite quelque part aujourd'hui du repli américain sur la scène internationale? Et puis finalement, je le disais, on le disait tout à l'heure dans la première partie, il se sent quand même provoqué, attaqué, parce qu'on vient jouer, enfin l'OTAN, les Occidentaux, les Américains viennent jouer dans sa zone d'influence qu'il a envie de reconquérir. C'est ça le problème. Mais l'Ukraine est un pays indépendant. On est d'accord. L'Ukraine est un partenaire, je le disais tout à l'heure, de l'OTAN. L'Ukraine est un partenaire de l'Union européenne. Et le président Poutine doit l'accepter et le comprendre. Voilà, c'est ça la situation. Et par ailleurs, je termine d'un mot. Le paradoxe pour le président Poutine, c'est que si les Occidentaux cherchaient un argument
pour légitimer l'action future de l'OTAN, c'est fait. Le président Poutine, d'une certaine manière, vient de donner du sens à l'existence de l'OTAN et à l'affirmation de l'OTAN dans les mois, les années qui viennent. C'est le cœur des discussions au Pays de Galles. Vous pensez qu'il y a un risque de guerre? Il y a un risque de guerre froide, un risque de guerre... Je pense qu'on n'en est pas là, mais le rapport de force, encore une fois, doit déboucher, je l'espère, positivement pour les uns comme pour les autres. Gwenaëlle Rouillard, vous restez avec nous. On va tout de suite passer à un autre thème de notre émission Tout est politique. À tout de suite. Second thème de notre émission, il s'agit de l'État islamique, une deuxième décapitation dans une vidéo, vous avez certainement vu, ou en partie, qui glace le sang. C'était un journaliste américain, 2 semaines après celle d'un autre journaliste américain. Rappelons que la charte de l'État islamique en 16 points, c'est la charte de la terreur. Gwenaëlle Rouillard, est-ce qu'on peut envisager une réelle coalition États-Unis, pays arabes, Europe pour faire face à cette menace terroriste? La France le souhaite, clairement. Le président Hollande a indiqué dans son discours aux ambassadeurs qu'il souhaitait clairement la formation de cette coalition. Est-elle possible? Elle est possible. Il la souhaite, mais est-ce qu'on peut la mettre en place? Elle se met en mouvement et elle est indispensable. Un exemple, 5 pays arabes ont passé un accord récemment, Égypte, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Jordanie, pour faire face à la menace État islamique. Et cette question, elle est avant tout posée aux pays arabes, à l'Irak bien sûr, et aux pays arabes. C'est d'ailleurs le sens de la conférence internationale sur l'Irak proposée par le président Hollande à Paris. Gwenaëlle Rouillard, vous avez mentionné parmi tous ces pays le Qatar. Or, le Qatar finance l'État islamique. Il finance le Hamas. Est-ce qu'il ne faut pas neutraliser le Qatar? Moi, je pose la question tout de go, parce que pour moi, le Qatar n'est pas un pays crédible. Autant l'Égypte, les Émirats, et aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui a changé un peu son jeu, sont crédibles aujourd'hui dans cette histoire, mais pas le Qatar. Vous dites que le Qatar fait double jeu, Christian, c'est ça? Oui, oui. Si nous parlons de l'État du Qatar, nous n'avons aujourd'hui, je pèse mes mots, aucune preuve de financement. Je dis bien aucune preuve de financement. Je parle de l'État du Qatar. Deuxièmement, face à ce que certains appellent une nouvelle donne stratégique, l'État islamique, puissamment armé, puissamment financé, les lignes doivent bouger. Les alliances doivent évoluer, parce que nous sommes confrontés à cette menace. Tout à fait. Moi, je souhaite que les pays arabes, au-delà de leurs inimitiés, au-delà de leurs désaccords, puissent assumer leurs responsabilités. Et prendre conscience. Et je suis pour ma part très heureux que le Qatar, si je puis dire, avec l'arrivée de l'émir Tamim, ait revu sa position, et en particulier sur ce sujet. François Hollande disait il y a quelques jours qu'il n'était pas exclu d'envisager, pourquoi pas, une intervention militaire pour lutter contre l'État islamique. Vous qui êtes proche de François Hollande, proche de Jean-Yves Le Drian, est-ce que c'est vraiment dans les tuyaux ou c'était juste un effet d'annonce? Le président Hollande a réuni hier matin un conseil restreint de défense. Chacune et chacun peut lire le communiqué paru hier. Les mots sont clairs. La France ne s'interdit pas une intervention militaire. Hier soir, notre ministre des Affaires étrangères a indiqué clairement que la question des frappes aériennes, de la participation de la France à des frappes aériennes, est ouverte. Nous en sommes là aujourd'hui et je considère bien évidemment que cette question est légitime. Je ne dis pas que c'est imminent, je dis que cette question est sur la table et que c'est légitime vu la gravité de la menace en Irak et en Syrie. Mais l'année dernière avec la Syrie, ça n'a pas été le cas. Comment ? Pourtant, on en avait un peu parlé. Finalement, l'année dernière en Syrie, avec le problème de la Syrie, François Hollande était sur la même position. Et finalement, vous savez très bien que la France était déterminée à prendre ses responsabilités. Absolument. Les États-Unis et les Britanniques ne l'ont pas fait. Il n'y a pas eu d'alliance cette fois-ci. D'accord. Mais cette fois-ci, moi je note une chose. Les Américains, et cette fois, ça va marcher ? Les Américains ont bombardé les positions de l'État islamique en Irak. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui prendre la décision, les Américains, nous Français et les autres, d'aller bombarder les positions de l'État islamique aussi en Syrie, même s'il y a un risque en effet qu'on fasse le jeu de Bachar el-Assad, qui est combattu et par Obama, et par le président Hollande, et par les Occidentaux en général. Est-ce que ce n'est pas un problème ? La première menace, c'est l'État islamique. Oui. Et l'État islamique est en Irak et en Syrie.
et nous devons combattre l'État islamique. C'est la priorité des priorités en Irak et en Syrie. Mais est-ce que cette coalition peut marcher cette fois-ci alors qu'elle n'a pas marché pour le reste en 2013 et pour l'avenir de la Syrie, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si malheureusement on a des centaines de milliers de morts, je pense qu'il faut continuer de soutenir l'opposition modérée, le Conseil national syrien, même si, reconnaissons-le honnêtement, son poids politique est relatif. Donc de ne pas nous faciliter n'avons la tâche pas de d'autre Bachar. option. D'accord. L'État islamique et Bachar el-Assad, comme nous l'avons dit, c'est... bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà. Exactement, c'est barbarie d'un côté et barbarie de l'autre. Les États-Unis, cette fois-ci, vous pensez qu'ils vont réellement jouer le jeu pour justement lutter contre l'État islamique? Puisque l'année dernière, je reviens à ma question, mais l'année dernière, concernant la Syrie, ça n'a pas eu lieu. C'est vrai qu'Obama est quand même très timide. Pas eu lieu. Obama est très en retrait. Vous qui êtes dans les réunions et les secrets du pouvoir, est-ce que vous pensez que là, cette fois-ci, les États-Unis vont passer à l'action ou ne pas se dégonfler? Je ne suis pas là pour révéler des secrets, je suis là pour porter une appréciation. Mais vous pouvez nous en dire quelques-uns. Et je n'ai pas cette prétention. Le président Obama, je pense qu'on est d'accord, est en retrait de ses responsabilités. Complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je le regrette. Donc c'est le moment pour lui d'affirmer, j'allais dire positivement, au nom de nos valeurs universelles, de nos valeurs humanistes, d'affirmer la place des États-Unis, d'une certaine manière, j'allais dire, pour assurer le service après-vente en Irak. Parce que quand même, la responsabilité des États-Unis, la responsabilité de la Grande-Bretagne, dans la situation actuelle, elle est quand même très importante. Je le dis d'un mot sur la position de la France. La France apporte son soutien humanitaire, la France apporte son soutien militaire. Nous avons livré des armes au Kurdistan, aux militaires du Kurdistan. Et la France, encore une fois, est prête à regarder aujourd'hui toutes les options. Vous avez raison de soutenir l'Irak, mais en même temps, on soutient indirectement l'Iran, puisque le régime irakien est inféodé à l'Iran. Oui, je ne raisonne pas de cette manière-là, Christian Mallard. Je vous disais tout à l'heure, je pense que par rapport à la gravité de la menace, nous devons raisonner différemment. État islamique. Nous devons là, la grande menace, c'est l'État fédérer islamique. Toutes les forces avec lucidité et exigence qui doivent concourir à la stabilité de la région. On passe tout de suite au bilan de l'opération Bordure Protectrice. Gwenaël Rouillard, vous êtes un passionné du monde arabe, de la Méditerranée. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites sur votre blog. Vous êtes déjà rendu dans les territoires palestiniens. L'opération Bordure Protectrice a duré 51 jours. Le Hamas est certes affaibli, mais selon vous, est-ce réellement terminé? Évidemment non, puisque la paix n'est pas là. Non, la paix n'est pas là. La paix n'est pas là. Vous pensez que c'était le but de cette opération, la paix? C'était pas plutôt J'ai cru comprendre que non. C'est la raison pour laquelle je pense, et je l'avais déjà dit en juillet sur votre plateau, je pense que politiquement, symboliquement, l'État d'Israël a perdu la bataille. Michael Darmon l'a dit sur ce plateau ici, voici quelques instants. Bataille politique. Bataille politique. Je pense que l'État d'Israël a perdu la bataille politique. Pourquoi? Par rapport à l'opinion internationale. Ah oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, je pense que Israël, paradoxalement, par rapport aux intentions du Premier ministre Netanyahou, a été perçu par beaucoup de citoyens dans le monde, après chacun en pense ce qu'il veut, comme l'agresseur. La question qui est posée... L'agresseur, qui a enlevé les trois jeunes Israéliens? C'est le Hamas au départ qui était l'agresseur. Des militants du Hamas, mais... Enfin oui, les militants du Hamas. Christian Mallard, on est d'accord là-dessus. Donc je parle par rapport à l'opinion internationale et à beaucoup de citoyens du monde, et je le perçois même dans ma ville, à Lorient. Et pourquoi? Pourquoi selon vous? Pourquoi Israël paraît comme l'agresseur? Parce que la riposte a été... comme si c'était un état de fait, mais pourquoi? La riposte a été considérée par beaucoup, à tort ou à raison, selon les points de vue, disproportionnée, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce que je veux dire pour la suite... Vous pensez que c'était disproportionné? Je pense qu'elle était disproportionnée. S'il n'y avait pas eu ce que je veux dire sur ce plateau, pour faire suite à ce que j'avais dit ici, en juillet. Pour l'État d'Israël, pour le Premier ministre Netanyahou, la question qui est posée aujourd'hui, c'est souhaite-t-il la paix ou pas? Si oui, quelles conditions réunir? Le président palestinien, je vous entendais tout à l'heure, Christian Mallard, parler du président palestinien comme d'une marionnette. Mais c'est l'interlocuteur pour la paix. On l'a brinque-ballé de c'est l'interlocuteur pour la paix. Je persiste et je signe. Je pense que le principal facteur de paix en Israël, pour Israël, c'est Mahmoud Abbas. C'est la reconnaissance de l'État palestinien. Oui, mais bien sûr. Encore faut-il y aller. Et moi, je demande au président israélien, le nouveau, et au Premier ministre Netanyahou, d'avoir le courage de la paix. Comme d'autres dirigeants israéliens. Mais dans ces cas-là, peut-on négocier avec le Hamas, qui est un groupe terroriste? Dans ces cas-là, il faut d'abord démilitariser Gaza. Vous parlez de Mahmoud Abbas, c'est pas un terroriste. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord démilitariser Gaza, alors, dans ces cas-là. On est d'accord là-dessus. On ne peut pas démilitariser Gaza.
Je pense que c'est un processus qui doit être engagé. Clairement et sérieusement. Mais est-ce que le Hamas va accepter ? L'Union européenne a un rôle très important à jouer en la matière, et bien évidemment l'Égypte. Et d'ailleurs, les discussions sont en cours. Elle a un rôle, mais a-t-elle sur un poids, la démilitarisation. L'Union européenne a un rôle, mais a-t-elle un poids très sérieux auprès du Hamas ? Revenons à l'essentiel. Non, l'Union européenne a-t-elle un poids auprès du Hamas ? Mais ni l'Union européenne. Je souhaite qu'elle ait un poids politique. Et l'Union européenne joue un rôle. Ce que je souhaite maintenant, c'est que l'initiative de paix arabe, qui date de 2002, le plan qui avait vocation, d'une certaine manière, d'inspiration saoudienne. D'inspiration saoudienne, qui devait, d'une certaine manière, normaliser les relations avec Israël, que cette initiative de paix arabe puisse être relancée ces prochains jours, ces prochaines semaines, et la France prendra toute sa part. Merci Gwendal Rouillard d'avoir été notre première invitée de Tout est politique. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique avec un nouvel invité. Bonne semaine à vous.